J'étais dans la voiture, je suis sorti en courant. Et écoutez maintenant. Il y a de la fumée, qu'est-ce qu'ils font là? C'est une explosion. On va probablement s'enfuir d'ici. Oh la vache, la fumée arrive. Il frappe. Où sont les gars maintenant? Nom de Dieu. C'est ça les explosions? Écoutons bien ensemble cette séquence parce que Xavier Titelman, vous êtes si bon spécialiste de ce genre de sujet, à l'oreille, vous pouvez bien comprendre ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire chaque tir de Storm Shadow l'un après l'autre. Là, on voit et on entend surtout le nombre de missiles, on peut les compter. Il y a 12 missiles qui vont passer les uns derrière les autres, qui vont tous passer sans aucune interception, puisqu'il y a les 12 explosions. En fait, on compte le timing entre le moment où ça passe et le moment où ça explose. S'il y en avait qui auraient été interceptés en vol, on peut se dire ça explose quasiment instantanément. Non, il y a toujours exactement le même timing. C'est-à-dire que la totalité du tir est passée. Et là, ni les Russes ni les Ukrainiens ne peuvent... Écoutons bien, parce que on va voir si... On l'entend. Ah, et ça veut dire qu'il y a le même laps de temps? Oui. Entre le passage et l'explosion derrière. Et on voit bien, on reconnaît que c'est un réacteur, c'est pas des petites hélices comme on a sur les drone shed russes par exemple. Et les 12 sont sur le même objectif? Alors a priori dans la zone il y aurait probablement un dépôt de munitions. Vous savez que les dépôts de munitions sont des zones qui sont relativement larges et donc il faut aller taper les différents hangars les uns à côté des autres, d'où l'utilisation de 12 missiles. Après l'intérêt aussi c'est d'avoir une puissance qui est beaucoup plus importante qu'avec les drones habituels qui ont 20, 30, 40 kilos d'explosifs. Là, on est de l'ordre de 150 kilos d'explosifs, voire plus. Donc, évidemment, on peut rayer de la carte une grande zone sur laquelle il y avait beaucoup de munitions. Alors, Didier François. Juste, vous semblez peut-être un peu naïf, mais est-ce que c'est pas beaucoup d'en lancer 12 d'un coup sur une seule et même cible? L'intérêt, c'est qu'une fois qu'elle est traitée et qu'on a vu, il y a aussi une question de saturation. Peut-être que 3 ou 4 auraient été suffisants, mais peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait de la défense aérienne. On est habitué à ce que la défense aérienne russe ne fonctionne pas, mais néanmoins, il serait logique de doubler les tirs. Donc là, en toute logique, peut-être qu'ils auraient pu en tirer seulement 6, que ce serait passé et que ça aurait été suffisant. Là, ils ont garanti la certitude de la destruction totale de la zone. Un mot encore vraiment sur l'objectif. Ce qu'on sait, Didier François dit par exemple que selon certaines sources, des officiers nord-coréens étaient dans ce centre de commandement. C'est le deuxième jour. D'ailleurs, Bryansk, hier, c'était a priori des munitions nord-coréennes. Et là, dans cette zone, il se dit qu'il y avait des munitions et des officiers nord-coréens. Donc, effectivement, l'autorisation est donnée parce que les Nord-Coréens sont arrivés. C'est logique que ce soit eux qui soient... Si c'est le cas, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une cohérence anglo-saxonne, en l'occurrence américaine et anglaise, pour dire notre première cible, ce sont les Nord-Coréens. C'est un geste qui est militaire et très politique, général. Oui, absolument. J'ai rien à rajouter, oui. Oui, la question. Sergueï, merci. La question intéressante, c'est le cible exact qui a été touché, parce qu'il paraît que c'est un palais, un ancien palais des Baliatinsky. C'était une famille très très riche de début du 19e siècle. Et un énorme palais récemment restauré, qui était un sanatorium de ministère de la Défense russe. Et il paraît qu'il y avait là dedans, sous le palais, il y avait un bunker. Avec quelqu'un, et ça explique peut-être les 12 missiles en même temps, parce que ce sont une force pénétrante. Ce sont les missiles destinés, il existe, on sait qu'il existe des Storm Shadow, une modèle destinée spécialement à détruire des bunkers, des gros constructions de béton. Donc là, ça peut expliquer comme s'il y avait là, en dessous de ce palais, très beau d'ailleurs, très beau, vraiment. On verra le résultat tout à l'heure. Il va être moins beau maintenant. Il y a plein d'images à l'internet de ce palais. Voilà. On va retrouver. C'est un défi à notre régie. Comment s'appelle le palais exactement?
Marina, il s'appelle Marina. Marina, on va chercher Marina. Alors, ouais. Palais Marina dans la région de Kursk, qu'on va tout à l'heure chercher. Vous allez voir comme ils sont rapides. Marino, effectivement. Voilà, on le met sous pression, effectivement. Arrêtons-nous un instant sur la cible nord-coréenne, parce que si c'est le cas, c'est un acte politique majeur, parce que les deux premières cibles seraient nord-coréennes. C'est exactement ce que certains disaient. Le là, donc c'est Kim Jong-un qui est directement visé. C'est un message pour la Corée du Nord, alors. Ce qui est sûr que c'est pas anodin que les attaques AMS et les Storm Shadow sont maintenant autorisées parce que Zelensky il réclamait une sorte de réaction de l'Occident qui était d'ailleurs très très mou face à cette décision de Poutine mais aussi de Corée du Nord de maintenant conjointement s'allier et être sur le territoire russe. Ce qu'on sait aussi c'est qu'un des généraux très importants nord-coréens qui s'appelle Kim Jong-bok qui était ce soi-disant confirmé par les sources ukrainiennes mais aussi occidentales, il s'est rendu sur les territoires russes pour justement surveiller comment ça se passe, l'entraînement de ses troupes, soi-disant l'entraînement pour le transfert de compétences et tout ce que vous voulez. Mais en gros, ce qu'on connaît, c'est ce colonel général, il était officiellement sur place et qu'il est quand même très important en termes de personnel militaire qui entoure le leader nord-coréen. C'est pas anodin que c'est la région de Bryansk. On sait que déjà purement, on dit en calcul comme ça, c'est que c'est très très proche de l'Ukraine. Ça permet non pas que d'avoir les troupes, par exemple nord-coréennes, qui se stationnent juste proches pour peser et faire ce poids en fait supplémentaire sur les troupes ukrainiennes, mais aussi tout simplement parce que c'est l'infrastructure qui est utilisée pour après bombarder l'Ukraine. Ça c'est très clair. Mais pardon, si on comprend bien, tout ça est très organisé. On a deux premières opérations qui sont extrêmement maîtrisées de la part des Ukrainiens et sans doute avec l'aide ukrainienne. On a un important dépôt de munitions premier jour à Bryansk, deuxième jour semble-t-il des Nord-Coréens à Kursk. Tout ça est très très cadré. On voit que c'est pas un hasard. Rien n'est laissé au hasard. Oui, parce qu'on a beaucoup dit que si les Américains avaient finalement donné leur accord, c'était aussi parce que des Nord-Coréens étaient arrivés. Et que pour l'instant, on dit qu'ils sont 10 000, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y en aura plus après? On sait que les Nord-Coréens aussi ont fourni énormément d'obus aux Russes, etc. Donc c'est un double message qui est délivré par les Américains et les Ukrainiens. C'est-à-dire à la fois on cible effectivement ce qui concerne les munitions. Vraiment, on frappe dans des endroits qui représentent un danger pour l'Ukraine. Et on vise les Nord-Coréens. Le message, c'est pour Kim Jong-un, bien sûr, mais c'est aussi pour les autres pays qui, peut-être, un jour, seraient convaincus par Vladimir Poutine d'envoyer des troupes en Russie pour éventuellement se battre en Ukraine. Donc ça veut aussi dire, si vous venez en Russie, vous risquez d'être frappé immédiatement. Regardez Sergei Parkhomeko, démonstration de la vitesse de Aurélien Hamel, notre chef d'édition. On va surtout savoir si Aurélien Hamel est viré ou pas. Non, parce mais que regardez. Si c'est pas la bonne photo. Ce palais Marino qui semble-t-il, ça c'était l'État avant, maintenant il doit être évidemment beaucoup moins flambard. C'est pas le palais lui-même qui a été visé. Oui, c'est on verra si c'est un bunker. On parle des sites conditionnels évidemment. Le bunker ou le centre de commandement qui se trouvait soit dans le palais, soit sous le palais, autour du palais. Mais en tout cas, on est là dans une région d'abord extrêmement importante. Cette région de Kursk, on voit que les Ukrainiens arrivent encore ici à une capacité de combat considérable. Alors, on va chercher à en savoir plus grâce à notre correspondant qui est en Ukraine, justement Stanislas Poyet. Il a peut-être d'autres informations sur ce palais et sur ce bombardement. Bonsoir Stanislas. Que sait-on à l'heure où l'on se parle de ce bombardement qui a eu lieu à Kursk ? Alors, ce soir, on ne sait pas grand-chose de plus que ce qui a été dit sur ce plateau. On parle encore au conditionnel sur ces 12 missiles Storm Shadow qui auraient frappé la région de Kursk. Mais ce qui est peut-être intéressant de noter ce soir, c'est que si c'est bien des cibles nord-coréennes qui ont été ciblées par les forces ukrainiennes ce soir, eh bien, ça marque une certaine réussite de la stratégie de Volodymyr Zelensky qui, depuis des semaines, ne cesse d'appeler ses alliés occidentaux à mettre à niveau leur réponse face à l'escalade russe et nord-coréenne, notamment dans la région de Kursk. On sait que la région de Kursk elle est extrêmement importante pour les Ukrainiens, puisque cette région de Kursk sera peut-être la monnaie d'échange pour de futures négociations. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui et hier, dans la ville de Kiev, les Ukrainiens étaient fiers.
fiers de voir qu'ils étaient capables de reprendre l'offensive, puisque depuis des mois, les Ukrainiens souffrent sur le front de l'Est. Et là, pour la première fois depuis longtemps, on entend à nouveau l'armée ukrainienne à l'offensive, et ça fait du bien aux Ukrainiens ici à Kiev. Oui. Merci beaucoup Stanislas Poyet. Regardons exactement cette image par aérienne, parce que là encore on retrouve la capacité technique de Xavier Titelman. Vous dites qu'on voit le palais, qu'on voit tout à l'heure. Là on est en train de suivre en direct exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire ce serait juste à côté du palais que ça a été tiré. Là on reconnaît bien le palais qui est sur la droite, qui est en forme de U, et les explosions ont lieu sur la gauche. Donc on est dans le parc, dans le jardin. Il y a même des photos, on ne sait pas si elles ont été confirmées, avec des petits bâtiments en briques qui ont été explosés, qui ont été détruits. Et on voit que pour certaines de ces explosions, il y a le choc. On a des photos des débris, on va vous les montrer, comme ça vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Mais il semblerait que ce soit des débris de missiles à Koursk, où on voit notamment écrit dessus Storm Shadow. Voilà, exactement. Donc, mais là on voit bien qu'il y a certaines de ces... Quand le missile arrive, il y a peut-être un décalage d'une seconde avant l'explosion. C'est-à-dire qu'il est rentré en profondeur et effectivement qu'il y avait un bunker qui était caché en dessous. Et là, effectivement, voilà, notamment celui-là, c'est marqué en bas, c'est marqué Storm Shadow. Donc là, de toute façon, les Ukrainiens et les Anglais ne le cachent pas. Ce sont officiellement des matériels qu'ils ont fournis. Donc là, c'est simplement une confirmation. Mais quand on reste sur l'image aérienne, qu'on comprenne bien, là, la probabilité que ce soit un renseignement américain, c'est un renseignement satellite, n'est-ce pas, qui mène là ? Ces sites, ils existent depuis l'époque soviétique. Donc les Ukrainiens qui travaillent avec l'Union soviétique savent très bien qu'il y a un bunker à cet endroit-là. S'ils voient qu'il y a des mouvements, c'est quand même relativement facile. Donc il faut bien comprendre que la Russie n'a pas de secret pour les Ukrainiens, puisque c'était avant un travail qui se faisait des deux côtés. Il y a des soldats, des officiers ukrainiens qui ont été formés certainement à cet endroit-là, donc ils n'ont pas de doute sur où peuvent se cacher les Russes. Sergueï Parkhomenko, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur la population russe ? Parce qu'on voit que ce sont des Russes à chaque fois qui sont en train de filmer ces frappes. Alors d'après vous, qu'est-ce que ça peut entraîner chez cette population ? Est-ce que ça peut entraîner la peur, l'envie que la guerre s'arrête, ou au contraire la colère en se disant le président avait raison, on est attaqué ? Ça dépend vraiment de où est-il cette population. S'il s'agit des habitants de la région de Koursk, pour eux, bien sûr, c'est une horreur. Et on a toute une collection énorme depuis des dernières semaines, des appels à Poutine, des discours enregistrés, des petites manifestations qui sont là. Écoutez, la guerre est arrivée chez nous, personne ne s'occupe de nous, personne ne veut pas nous aider. C'est l'horreur et tout. Pour les Russes qui sont loin, en fait, c'est plutôt la propagande qu'ils gèrent. Et là, bien sûr que les propagandistes de Poutine, ils essaient de s'en servir largement et d'expliquer que, regardez, voilà, on est agressés. C'est eux qui ont arrivé à notre place. C'est la nouvelle grande guerre populaire, parce que c'était l'idée générale de Poutine et de sa propagande de mettre explicitement cette idée de la nouvelle grande guerre populaire dès le début. Ça n'a jamais marché, ça n'a jamais réussi. Puisque vous parlez de la propagande, écoutez comment la télévision russe réagit, parce qu'elle se rend bien compte là que la Russie est en train de prendre des coups en tentant de brouiller, disent-ils, les satellites. Pour utiliser leur Storm Shadow, leur Scalp et même leurs attaques MS, il faut un lanceur, le missile lui-même et un système de navigation satellite. Dans ce cas, il y a une réponse simple. Détruisons des satellites de l'OTAN. Et en réponse à leurs attaques, plus particulièrement les satellites américains qui nous survolent. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils ne pourraient pas l'empêcher. Ce serait un sacré challenge pour eux, une véritable gifle dans la tête. Parce que l'Amérique a toujours déclaré qu'attaquer ces satellites était une déclaration de guerre. En faisant ça, on rendrait la monnaie de leurs pièces. En leur disant, vous voulez une crise des missiles de Cuba ? Vous aurez une crise des missiles de Cuba. Allez, à chaque frappe, un satellite à terre. On sent un référent historique. La guerre de Cuba, enfin le conflit des missiles de Cuba, 62. On va y revenir plus tard. Évidemment, ils se disent, ils veulent aussi monter le niveau. Oui, mais on entend encore une fois des menaces, surtout que ça marche plutôt par rapport à la population russe, j'imagine, parce que ça fait gonfler les muscles un peu. Nous, on va attaquer par les satellites. En fait, c'est pas faux dans l'idée, parce que c'est vrai que c'est l'espace qui est vraiment utilisé énormément par les Américains justement pour faire les opérations terrestres. Mais là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est que effectivement, les Américains sont très très présents, sont bien protégés, disons comme ça,
ils protègent bien leurs infrastructures dans l'espace. Les Russes, ils tentent aussi de faire des avancées assez importantes dans ce domaine-là. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que effectivement, il y a aussi cette idée que dans l'espace, les Russes vont pouvoir faire beaucoup plus que même ce que font les États-Unis. Et peut-être avec la Chine, ils vont pouvoir prendre la puissance importante. Sauf que bon, ça reste des idées, ça passe pour la population russe. C'est pas le cas sur peut-être la capacité qu'ils ont pour tirer comme ça sur des satellites.